Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, Jean-Pierre Lacroix est à Kinshasa et s'est entretenu avec une frange de l'opposition ce lundi. Au menu, la situation sécuritaire toujours préoccupante à l'est du pays, les différents accords de paix ainsi que le dialogue national. Enfin, la libération de prisonniers politiques. Pretoria annonce à la MONUSCO le retrait de 700 soldats de son contingent d'ici avant la fin de l'année du sol congolais. Selon Kabuita Kabolo, professeur en relations internationales, c'est un problème de complexe entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. 9 février, journée internationale de l'épilepsie, cette maladie qui n'a rien à voir avec une quelconque maladie transmissible qui se transmet par toucher ou morsure. Dans ce journal, le docteur Njibou explique c'est quoi en vrai l'épilepsie. Nouvelle session d'actualité, merci de nous choisir pour vous informer. Commençons tout de suite par cette actualité. Le chef des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, de la MONUSCO, est à Kinshasa depuis le dimanche 8 février. En voyage de travail dans son carnet, il doit s'entretenir avec le chef des institutions politiques, dont le président congolais Félix Antoine Tshisekedi, un entretien au cours duquel la question du mécanisme de vérification du cessez-le-feu auquel la MONUSCO est désormais associée. Mais il faut également préciser que ce lundi 9 février, Jean-Pierre Lacroix a rencontré une frange de l'opposition congolaise, l'opposition qui a insisté sur les points essentiels, notamment sur les accords de paix signés pour la restauration de la paix à l'est de la RDC, la libération de prisonniers politiques, mais aussi le dialogue national initié par la SAMCO et l'ECC. Notez également que Jean-Pierre Lacroix prévoit rencontrer la société civile, la conférence épiscopale nationale du Congo, l'église protestante, qui propose également une médiation dans la crise actuelle qui sévisse dans notre pays, la RDC. Et vous le savez, vous avez aussi appris sur nos antennes, la MONUSCO a indiqué le dimanche avoir été informé du prochain départ du contingent sud-africain du sol congolais, environ 700 soldats. Cette décision qui a fait la une des journaux ce lundi à Kinshasa ou même à l'intérieur du pays. Est-ce un problème diplomatique entre la RDC et la République sud-africaine? Kabuita Kabolo, qui est professeur en relations internationales, évoque lui un problème complexe entre les États-Unis d'Amérique ainsi que l'Afrique du Sud, ayant entraîné le retrait de ses troupes des instances chapeautées par Donald Trump. Il a été joint au téléphone par Tshisekedi Sudé. L'Afrique du Sud traverse un moment assez difficile dans ses relations, très particulièrement avec les États-Unis d'Amérique. Vous avez suivi des propos du président américain depuis l'année passée, du traitement que subiraient les Sud-Africains de race blanche en Afrique du Sud. Le président sud-africain a même été invité à la Maison-Blanche pour discuter de cette question, et le gouvernement sud-africain a toujours rejeté de manière très solide ces jugements de la part du président américain. Donc, du fait que sur le plan international, le G20, on ne peut pas s'en cacher, est une affaire aussi américaine au sommet, du fait aussi qu'en RDC, les Américains tiennent la corde, notamment pour la MONUSCO actuellement. Donc, cette crise entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique du Sud a des répercussions. L'Afrique du Sud étant une puissance montante en Afrique, l'Afrique du Sud appartenant aux BRICS, la Russie, la Chine, le Brésil ne sont pas directement en bonne entente avec les États-Unis d'Amérique. Et cela fait que les États-Unis ne supportent pas cette montée en puissance de l'Afrique du Sud, qui peut être une nation concurrente. C'est une question complexe. Dans les relations internationales, il faut aller en profondeur pour en voir les méandres. Et l'Afrique du Sud prend ses précautions pour ne pas trop se brûler les ailes et
et puis pour voir comment rebondir. Au plan diplomatique d'abord, au lieu que les relations s'améliorent entre nations, d'abord entre les États-Unis et l'Afrique du Sud, mais aussi entre nous et l'Afrique du Sud. Vous savez que la Samir a perdu des soldats sur notre sol, etc. On peut beaucoup en dire. Et toujours dans le cadre de la recherche de la paix dans la partie est de notre pays, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi séjourne depuis ce lundi en Angola où il est allé dans les initiatives de médiation en cours visant à restaurer la paix dans l'est de la RDC confrontée à l'agression rwandaise. Un tête-à-tête est prévu avec son homologue angolais, Joao Lourenço, président en exercice de l'Union africaine, le Togolais Faure Gnassingbé et également l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo qui participe également aux échanges. Et pour rappel, le président congolais s'était déjà rendu le 5 janvier dernier pour une brève visite de travail au cours de laquelle il avait échangé avec Joao Lourenço sur notamment la situation sécuritaire qui prévaut dans notre pays. Puisqu'on parle de sécurité, sachez qu'au moins 15 civils ont été tués lors d'une attaque de combattants EDF dans la nuit du vendredi 6 février au samedi 7 février 2026 à Manumbi, Isigo, dans le secteur de Bapéré, en territoire de Lubero. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. La société civile critique l'efficacité des opérations militaires dans la zone, mais également Kakule Kageni Samuel, qui est président de la force vive de Bapéré, qui déplore que ces pertes surviennent malgré les opérations conjointes menées entre le UPDF et le FARDC du côté congolais. Il est joint au téléphone par Fiston Isenomi Sujet. Nous condamnons d'abord cette façon de faire, nous condamnons aussi les massacres de cette paisible population, mais nous appelons les gouvernements, les services de sécurité, les services d'éditeurs et des tutelles de voir comment protéger cette paisible population qui est la façon dont l'ennemi tue la paisible population. On comprend bien sûr que cette population est abandonnée. 15 personnes décédées et 7 maisons incendiées. En tout cas, prouve vraiment que ça c'est un bilan lourd. Donc, le secteur de Bapéré est en deuil et les gouvernements et les forces doivent quand même comprendre, faire des autopsies. Pourquoi cette paisible population? Mais pourquoi l'ennemi toujours nous dit et tue la paisible population? Et quand il y a même des forces qui devraient protéger cette paisible population, il faut des examens et des autopsies dans les rangs de tous ceux-là qui sont censés protéger la paisible population. Autre élément, il y a une confusion. Vous comprenez que la partie Mambimbi et Liboyo est protégée par la synergie, et cette synergie n'a aucun bilan à donner à la paisible population, aucun bilan dirige. Donc, il y a un problème. Donc, il y a alors à corriger pour que cet ennemi soit traqué, pour que cet ennemi soit bien sûr donc traqué jusqu'à dernier retranchement et que la paisible population trouve une accalmie, passe leurs activités sans beaucoup de difficultés dans cette partie. Mais la façon dont l'ennemi est suivi, la façon dont l'ennemi est en train d'être opéré, prouve vraiment qu'il n'est pas suivi parce qu'on ne peut pas. L'ennemi ne peut pas tirer ici aujourd'hui, demain il va tirer là-bas, le lendemain, non. Prouve réellement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui doit trouver un médicament pour corriger et pour voir comment gérer ces opérations et que l'ennemi soit neutralisé. Réunion technique tenue ce lundi à Kinshasa, la mise en œuvre effective de l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce, la consolidation du portail d'information commerciale, la consolidation du portail d'information également, ainsi que des partenaires stratégiques signés avec le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, la Chine, les États-Unis d'Amérique avec le Royaume-Uni, le renouvellement de la loi par le Congrès américain, mais aussi le renforcement de la politique commerciale en RDC a figuré parmi le point inscrit à l'ordre du jour dans cette réunion qui a été présidée par le nouveau secrétaire général au commerce extérieur, chapeauté
par le ministre Julien Paoli pour Kaongia. Suivez ce reportage de Obed Kambale. C'est ce lundi 9 février 2026 que le nouveau secrétaire général du commerce extérieur, Eugène Mangamanga, a réussi les nouvelles orientations du ministre du commerce extérieur, Julien Kaongia. Objectif, faire rayonner davantage ce secteur qui est le levier de la croissance économique de la République démocratique du Congo. La mise en œuvre effective de l'accord sur la facilitation des échanges et l'Organisation mondiale du commerce OMC, la consolidation de la mise en place du portail d'information commerciale et des partenariats stratégiques signés avec le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, la Chine et les États-Unis d'Amérique, avec les renouvellements de l'AGOA, l'Organisation mondiale du commerce OMC à travers les cadres intégrés renforcés CIR, la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement CNUSED et le Centre du commerce international CCI, mais aussi l'examen de la politique nationale de la RDC et la préparation de la conférence ministérielle de l'OMC prévue du 26 au 29 mars prochain à Yaoundé au Cameroun, figure parmi les priorités assignées au nouveau patron de l'administration du commerce extérieur, appelé à travailler dans la continuité. Je suis venu voir son Excellence, d'abord pour présenter mes civilités. Depuis que je suis nommé, je ne l'ai pas encore vu. J'étais venu aussi pour le remercier pour son soutien indéfectible lors des nominations de secrétaire généraux. Il a pesé de tout son poids pour qu'un fils maison, comme on l'a dit, soit là pour pouvoir continuer les grands chantiers qui sont le dossier sur le cadre intégré, la préparation de la conférence ministérielle de l'OMC qui aura lieu à Yaoundé, et puis la préparation de l'examen de politique commerciale et d'autres dossiers. C'est un travail de l'État, nous travaillons dans la continuité. Ma touche personnelle, c'est le travail. Je suis un homme rigoureux. Et avant, le ministre Julien Kaongia a échangé avec le secrétaire général du commerce extérieur sortant, Gilles Moulumbo, à qui il a jeté des fleurs pour le travail de qualité abattu, tout en ajoutant que son expertise dans le commerce international devra rester au profit de la République démocratique du Congo. Signalons que le nouveau secrétaire général du commerce extérieur, Eugène Mangamanga, a été présenté aux membres du cabinet du ministre qui était à pleine réunion hebdomadaire. Et puis en marge de la conférence internationale Indaba Mining qui se tient en Afrique du Sud, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a quitté le Lualaba le dimanche 8 février pour l'Afrique du Sud, bien évidemment, où elle prendra part à ce grand rendez-vous mondial du secteur minier afin de promouvoir le potentiel de la province et défendre également une gouvernance minière responsable conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Suivez ce reportage. La gouverneure du Lualaba, Masuka Saini, s'est envolée dans la matinée du dimanche 8 février pour l'Afrique du Sud afin de prendre part à la prestigieuse conférence internationale Indaba Mining, grand rendez-vous des décideurs et investisseurs du secteur minier à l'échelle mondiale. Avant son départ de l'aéroport de Koulouzi, la chef de l'exécutif provincial a été accompagnée par quelques membres du gouvernement provincial et du cabinet venus saluer cette mission stratégique qui s'inscrit dans la dynamique nationale impulsée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers sa participation à cette rencontre de haut niveau, Fifi Masuka Saini entend porter haut la voix du Lualaba, province minière par excellence, en droite ligne avec la vision de l'État, axée sur la bonne gouvernance du secteur minier, la transformation locale des ressources et l'attractivité des investissements responsables. La présence du Lualaba et Indaba Mining traduit ainsi l'engagement des autorités provinciales à accompagner la politique nationale du président Tshisekedi visant à faire du secteur minier un véritable levier de développement durable, des créations d'emplois et des progrès sociaux au bénéfice des populations congolaises. Et puis parlons santé dans ce journal. L'épilepsie n'est pas une maladie transmissible de ses faits, elle ne se transmet pas par morsure, salive ou encore par toucher. C'est le docteur Djibou Didier qui vient couper court à cette mythe qui tourne autour de cette pathologie qui est l'épilepsie, à la question de savoir comment secourir un malade en pleine crise d'épilepsie. Ce médecin généraliste conseille notamment de laisser la concernée dans son état et de l'écarter de tout objet susceptible de le blesser. Le docteur Didier Njibou a répondu à Abel Kondé à l'occasion de la célébration de la journée internationale de l'épilepsie ce 9 février. Suivez. Ainsi donc, nous pouvons dire ici que du point de vue de la transmission, l'épilepsie n'est pas une maladie
transmissible. Ce n'est pas une maladie transmissible, donc par conséquent, elle ne se transmet ni par la salive de la personne malade, ni par une morsure entraînée par la personne malade. Donc c'est faux, ce qui se dit, ce qui se raconte que voilà, une personne, vous avez été en contact avec une personne épileptique, lorsque vous mord, vous pouvez attraper l'épilepsie. Ce n'est donc pas une maladie transmissible, elle fait partie du groupe de maladies qu'on appelle des maladies non transmissibles. Comment pouvons-nous donc secourir une personne atteinte d'épilepsie pendant la crise? Parce qu'il s'agit d'une maladie qui se manifeste sous forme de crise. La première des choses, c'est qu'il faut écarter tout objet, tout ce qui peut représenter un danger pour la personne. Parce que pendant ce temps, la personne est en perte de conscience et ne sait donc pas se retenir face aux conséquences de la crise. Vous devez donc écarter tout danger, tout ce qui peut le blesser, tout ce qui peut le faire mal. Après la crise, vous devez pouvoir l'écarter. La deuxième chose, c'est qu'il ne faudrait pas le toucher, il ne faudrait pas tenter d'arrêter la crise ou de le contrôler. Il faudrait essayer de faire sa crise jusqu'à la fin. La troisième chose, si la phase critique donc, est passée, il faudrait le mettre dans une position latérale de sécurité. Et puis on parle de ce sujet poignant également. Le stade de football ne sont pas épargnés par les inondations causées par les pluies diluviennes à Kinshasa. C'est le cas du stade du Saint-Cassier dans la commune de Bondalungwa qui est dans un état de délabrement très avancé. Les amoureux du Valoran et les habitants environnants de ce stade tirent la sonnette d'alarme aux autorités afin qu'une solution soit trouvée à ce problème. C'est un reportage signé Christian et Simon. Ce stade Saint-Cassier de la commune de Bondalungwa, appelé affectueusement Paris par les Quinois, se trouve actuellement dans un état de délabrement sans précédent. Des eaux de pluie envahissent ce stade, des tranchées de canalisation de séjour complètement bouchées. Le terrain se transforme donc en une piscine olympique, une situation qui rend difficile le déroulement des entraînements des amoureux du ballon rond en ce lieu. Le football est mental, physique, tactique et technique. Dans la mesure où un jeune joueur ou entraîneur se présente ici et trouve le stade dans cet état de délabrement, ça lui sera difficile de s'entraîner. Nous rencontrons des difficultés énormes par ici. Nos activités se déroulent rien que sur cette petite surface, non envahie par les eaux de pluie. Ce stade nous appartient depuis bien longtemps. Nous avons grandi par ici, mais nous n'avons pas connu ce terrain dans cet état. Là maintenant, il n'y a que 4 équipes qui s'entraînent. Il ne nous reste qu'un seul terrain à Bandal. La construction du terrain elle-même tarde encore. Le stade municipal est transformé en kermesse. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Les habitants environnant ces stades n'ont pas caché leur indignation face à l'état de ce terrain de football. Certains d'entre eux se disent consternés par l'état du stade sous les yeux et la barbe des autorités compétentes. Le manque d'entretien de ce stade occasionne sa destruction. C'est étonnant. C'est une négligence de la part de nos autorités qui ont en charge les sports et loisirs. Elles savent parfaitement bien l'état de ce terrain, mais elles ne réagissent pas. Plusieurs joueurs sont passés par ici, notamment Gladys Mokessé et les autres. Nous ne devons pas sacrifier la jeunesse. Que l'on entretienne ce stade de Bandal. Je suis natif d'ici et on n'avait jamais connu cette situation. Ici, c'est la pépinière de joueurs. La manière dont ce stade est négligé par les autorités dépasse les bornes. Regardez par vous-même comment les joueurs sont coincés à cause de cette eau sur le terrain. Les joueurs n'ont pas leur temps de jeu. Nous demandons aux autorités de s'impliquer pour trouver une solution durable. À l'exception du stade Allemagne, qui est en construction depuis un bon moment, aux côtés de celui de municipal, qui est transformé en un lieu d'activité brassicole sur toute l'étendue de la commune de Bondalungwa. Ce terrain de football de Saint-Cassier est resté le seul accessible par différentes équipes et accueille, malgré son état, de grandes rencontres et de matchs alléchants. Les amoureux du ballon rond appellent les autorités de la province à prendre cette question à bras le corps pour trouver une solution urgente à ce stade qui permet à la jeunesse d'exploiter ses différents talents et de se divertir. Et puis ces informations en dehors de nos frontières, au Sénégal, la police a mis la main sur un réseau de pédocriminels, un groupe appartenant à un réseau international de pédocriminalité opérant entre la France et le Sénégal depuis l'année 2017. Ils sont jugés, ils ont été présentés devant les juges. Ces incidents obligent les jeunes garçons
à avoir des rapports sexuels non protégés avec des hommes séropositifs. Écoutez-bon pour le commentaire. Il s'agit d'un réseau international de pédocriminalité actif depuis 2017. 14 membres de ce groupe ont été arrêtés par la division des investigations criminelles de la police sénégalaise et présentés au juge. Ils sont soupçonnés de viols commis sur des mineurs de moins de 15 ans, actes contre nature, transformant en objets sexuels des jeunes garçons contraints d'avoir des rapports sexuels non protégés et filmés avec des hommes, pour la plupart séropositifs, et des proxénétismes. Ces inciviques sont accusés d'avoir agi sur instruction d'un Français arrêté à Beauvais, au nord de la France, en avril 2025, en contrepartie des sommes d'argent qu'il recevait de ce dernier. Les opérations ont été menées dans le cadre de la coopération judiciaire internationale entre le Sénégal et la France, avec la participation française. Des perquisitions ont été menées dans plusieurs quartiers de Dakar et dans la ville de Kadak, à 200 km au sud-est de la capitale sénégalaise. C'est des éléments qui mettent un terme à cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur les antennes de Digital pour la télévision pour la suite de nos programmes. Au revoir. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.